Donc il me revient de vous dire quelques petits mots avant de vous laisser partir en week-end. Napoléon Bonaparte, dont on a dit et écrit tant de choses, n'a pas même existé. Ce n'est qu'un personnage allégorique, c'est le soleil personnifié. Et notre assertion sera prouvée si nous faisons voir que tout ce qu'on publie de Napoléon le Grand est emprunté au grand astre. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui pense cela, ni même un humoriste actuel qui aurait écrit ces lignes un peu illuminées. C'est un certain Jean-Baptiste Pérès, un mathématicien, bibliothécaire à Agen, qui a écrit cela en 1827. Sa délicieuse satire vise en fait le livre publié en 1795 par un professeur d'éloquence latine au Collège de France, Charles-François Dupuy, qui signait par Dupuy, citoyen français, et son ouvrage était intitulé « Origine de tous les cultes ou la religion universelle ». Dupuy ramène toutes les religions à la force universelle qui imprime le monument à toute la nature, celle qui nous a réunis ces 2 jours, la lumière, le soleil. Toutes les divinités de l'histoire, Jésus-Christ y compris, qui étaient qualifiées dans un chapitre de fables solaires. Donc toutes les divinités de l'histoire étaient réduites à une divinité lumineuse, généralement le soleil, parfois, pour faire complet, aussi la lune. Le livre de Pérès, qui s'inspirait beaucoup plus des Lumières que celui du citoyen Dupuy, qu'on pourra ranger parmi les quadrateurs de cercle et pseudo-savants, même s'il enseignait dans ses murs, eh bien, était un défi, en fait, opposé à un jeune étudiant qui s'enthousiasmait pour cette théorie réductrice et voulait démontrer à ce jeune, par l'absurde, que le système de Dupuy était faux. Je vous engage à lire non pas le livre de Dupuy, mais cette parodie de démonstration érudite, conforme, elle, même si c'est sur le ton satirique, à la tradition des Lumières. Et c'est très souvent délicieux pour Napoléon. Alors, déjà, il utilise tous les gadgets du professeur d'histoire ancienne. C'est pour cela que ça me touche particulièrement. Déjà, l'étymologie, le N n'est pas important, mais c'est Apolléon. Apolléo, c'est le grand destructeur. Et comme le soleil est aussi celui, etc. Sa mère d'Apollon, le soleil, c'est Laetitia. Mère d'Apollon, le dieu, enfin Napoléon, Leto, etc. Enfin, il joue avec les mots, mais c'est de cette manière que procède Dupuy. Lisez ça, c'est très drôle. Vous le trouverez sur le réseau Gallica, a scanné d'ailleurs les deux livres. Ce qui est plus étonnant dans cette navrante histoire, c'est la longue vie que le système, illustré entre autres par le citoyen Dupuy, a connu jusqu'en plein XXe siècle. Détenant du monothéisme originel, et le dieu originel était le soleil, bien sûr, à certaines tendances de l'étude des religions dites orientales, par exemple, sous l'Empire romain. Les cultes du soleil ou de la lune existaient, bien entendu, dans la plupart des civilisations et à toutes les périodes de l'histoire, du moins quand elles ne pratiquaient pas l'un des monothéismes actuels. Jean-Noël Robert nous a donné un exemple de ce qu'on pouvait vénérer et raconter au Japon à l'époque médiévale. Et cet après-midi, nous avons vu des métaphores solaires aussi, et le dieu soleil, qui bien sûr existait à Babylone. Mais ces cultes du dieu soleil, qui existaient, n'étaient qu'un culte parmi d'autres, et généralement pas le plus important. L'idée de Dupuy reflétait donc en fait davantage la représentation de la nature qu'avaient les savants ou les pseudo-savants du XVIIIe siècle que les religions de l'Antiquité. Donc ce qui pouvait à première vue passer pour l'irruption du rationalisme des Lumières dans le domaine de l'histoire religieuse doit être considéré en fait comme une déviation, une aberration irrationnelle
telle qu'elle se pratiquait à l'époque et continua de ci, de là, à être pratiquée jusqu'à nos jours. Ce n'est qu'un petit aspect des problèmes que les conférenciers ont traités parmi ces 2 journées. Lumière et lumière avec un S. Nous savons, et Jean-Pierre Changeux l'a rappelé avec force, qu'il existe un lien étroit entre la lumière comme phénomène et l'innovation scientifique en cours au XVIIe, XVIIIe siècle et les Lumières. Et souvent, d'ailleurs, cela se passait dans les mains, si j'ose dire, des mêmes penseurs et scientifiques. C'est curieux, dont vient de nous parler Daniel Roche, qui décide en groupe et dans le monde connu d'alors, le monde occidental, de changer le réel par la réflexion. Cette curiosité scientifique leur permet de le faire. Et ce changement se fit suivant des modalités diverses, mais il eut lieu partout. Et il y eut des communications au-delà des frontières, même si le phénomène porte d'autres noms, mais qui se rapporte toujours à ce qui nous retient, à la lumière, l'éclaircissement, l'Aufklärung, etc. Toujours cette même référence. Daniel nous a aussi montré que tout le tableau social qui va autour, ce phénomène essentiellement urbain, lié aux académies, mais aussi, je crois que c'est très intéressant, de voir aussi l'envers du décor, les côtés moins lumineux de toute cette affaire, où déjà le médiatique, comme nous dirions aujourd'hui, perturbait le discours scientifique et venait polluer en quelque sorte cet enthousiasme et cette curiosité. Je ne vais bien entendu pas vous raconter et vous résumer tout ce que nous avons fait ces 2 journées, et encore moins vous dire ce que nous avons exclu quand nous avons monté ce programme, parce que vous voyez, nous sommes à 5 heures le vendredi, et donc déjà en dehors des rails, et si nous avions suivi notre curiosité et nos volontés, nous aurions eu une semaine de cours et de séminaires. Donc, rassurez-vous, je ne résumerai ni l'un ni l'autre. La lumière a été abordée, vous l'avez vu, sous plusieurs billets. Celui du phénomène d'abord, et des discussions sur sa nature ondulatoire et corpusculaire, esquissée par Serge Haroche, mais aussi de la lumière comme outil d'investigation que nous avons commencé par voir à l'ouverture avec Serge Cohen, Claude Cohen-Tanucci. Je mets 2 personnes qui sont proches. Et nous sommes aussi revenus régulièrement, et dans chaque article, dans chaque conférence, à l'histoire un peu de ces débats, par exemple entre Newton et les autres, et aussi à toutes les théories ou les erreurs, si l'on veut, qui, depuis le Moyen-Âge, se sont développées en se fondant sur Aristote, comme nous l'a rappelé Alain de Libera. Et comme c'est souvent le cas, nous l'avons appris dans tous ces exposés, c'est souvent le cas, c'est à partir de recherches fondamentales, de recherches théoriques, que l'innovation est venue, qui a permis ensuite de développer des instruments nouveaux permettant d'aller encore plus loin dans l'expérimentation cette fois, et ensuite, par retour, dans la vérification progressive des théories. C'est ce que les physiciens nous exposaient hier matin. Et de ce point de vue, le travail sur les exoplanètes qui a suivi offre un très bel exemple. Longtemps, c'est presque un paradigme, les recherches étaient purement théoriques puisqu'il ne nous était pas possible d'observer ces exoplanètes. Nous pouvions uniquement déduire leur existence de certains raisonnements. Mais à mesure que les instruments d'observation se sont perfectionnés, les chercheurs ont réussi à détecter directement ces exoplanètes. Cette démarche qui détectait dans un premier temps ces corps sans lumière et sans rayonnement
fini par découvrir, en examinant les exoplanètes, une autre chose aussi que je trouvais particulièrement intéressante, c'est-à-dire que notre astronomie est trop déterminée par le Soleil et le système solaire, ouvrant ainsi la voie vers une nouvelle réflexion sur nos pratiques physiques et astronomiques. Ainsi, d'une certaine manière, l'ouverture propre aux Lumières était retrouvée en cours de route, en quelque sorte, puisque la nouveauté procurée par les progrès techniques permet de vérifier la théorie, mais en même temps fait observer, prendre du recul par rapport à la réflexion qu'on pensait complète, mais qui ne l'était pas, qui était encore trop centrée sur notre monde. Deux exemples différents de l'utilisation de la lumière ont été exposés par Claire Viard et José Sahel. Des expériences faites maintenant non pas sur des astres ou des atomes, mais sur des êtres vivants. Les nouveaux outils permettent d'illuminer les circuits cérébraux et d'étudier, par exemple, les circuits sous-tendant les mouvements. Les scientifiques m'excuseront si je barbarise, mais je fais comme je peux. José Sahel s'est intéressé, quant à lui, à l'organe qui fait exister la lumière, comme écrit Borges, c'est-à-dire l'œil, et a exposé les acquis récents dans ce domaine, tout en soulignant, comme Claire Viard, la quantité de travail qui reste à faire, malgré les énormes progrès qui ont été faits, notamment, et toujours aux outils actuels, issus de recherches fondamentales beaucoup plus anciennes, si l'on veut, qui utilisent une partie de la lumière sous toutes ses formes. Le professeur Mörner nous a encore donné un exemple ce matin, un exemple particulièrement intéressant, un outil qui illustre le pouvoir de la lumière et qui a permis de franchir une limite dans l'analyse des cellules, de l'infiniment petit cette fois-ci. Cet instrument offre un moyen très précieux aux chercheurs qui travaillent sur les cellules pour aller plus loin. Il a vraiment franchi une limite, comme pour les exoplanètes, par exemple, les nouveaux moyens d'observation. Marc Fontcave a quant à lui illustré la manière dont un faisceau convergent de recherche utilise la lumière, essaye d'utiliser au mieux la lumière pour produire de l'énergie stockable qui puisse remplacer un jour les énergies fossiles. Il a toutefois averti, lui aussi, comme Mörner et d'autres, que le chemin est encore long et qu'il faudra encore beaucoup de recherches pour que l'on puisse passer aux applications. Les formes colorées, parfois très belles, que révèlent ces luminescences ont ouvert une transition, en quelque sorte, pour les communications suivantes, qui réfléchissaient sur la manière dont les écrivains, les artistes et les peuples du passé avaient reçu, reproduit, ressenti la lumière. Jean-Noël Robert a donné une vivante description de la manière dont le soleil se trouve toujours à l'arrière-plan de l'image et de l'imaginaire du Japon médiéval, et même de son nom, et les différentes modulations de cette lumière par le biais poétique et bouddhique. De la poésie verbale, nous sommes passés à la place de la lumière dans l'œuvre d'une jeune artiste, d'une poésie colorée, si vous voulez, qui réinvente la lumière naturelle dans ses gravures et peintures de paysages urbains dans les grandes villes du monde. Nous avons vu Londres, New York, Jaipur, Paris, pour fournir un cadre de quartiers vus d'en haut, de plein jour, ou bien des quartiers le soir, sous la lumière artificielle, ou encore la ville souterraine du métro de New York. Et tous ces jeux avec les lumières lui ont inspiré, l'ont fait méditer sur la manière de transposer la lumière sous toutes ses formes. Et elle nous a montré un certain nombre d'images qui sont un peu la synthèse de tout ce qu'elle a pu observer. Et elle-même a, en quelque sorte, lu ces tableaux comme un spectateur, un lecteur, un visiteur d'exposition qui les découvre pour la première fois. Mais par ce biais, on a aussi pu
comprendre comment elle travaillait. La lumière a très souvent servi aussi de métaphore. Presque tous les orateurs, évidemment, y ont fait allusion. Déjà, les lumières, c'est une métaphore. Aussi, avons-nous préféré, quand nous avons réfléchi à ce colloque, n'en retenir qu'un exemple à côté de la présentation de Jean-Noël Robert, où c'était la métaphore poétique et puis la métaphore artistique. Nous avons retenu uniquement le soleil en rapport avec la justice en Mésopotamie. Prenant le problème donc, qui nous a permis de voir comment ce symbole du dieu soleil a été associé au pouvoir royal, à la justice, qui fait voir au grand jour ce qui est et ce qui ne doit pas être, ou alors qui ne doit pas voir, comme l'orateur nous l'a montré aussi. Et puis, nous avons vu que c'était des images qui se transportent à travers le temps jusqu'au président de la République française, et avec certaines traditions. Et là encore, on aurait pu beaucoup dire, à Rome, puisque je suis de cette paroisse, à Rome, Jupiter aussi est le ciel lumineux. Ce n'est pas le soleil, c'est le ciel, c'est la lumière. Et c'est la lumière qui est souveraine, pas le soleil. C'est déjà une petite variation. Ça vous montre aussi comment souvent on passe là, il ne faut pas faire du citoyen du puits, hein. Mais Jupiter, le dieu souverain, c'est aussi la justice et tout ce qui en découle, etc. Mais vous voyez, immédiatement, on trouve des différences. Et c'est les différences qui font les comparaisons intéressantes. Jean-Noël Robert a donné, comme je l'ai dit, l'image d'une métaphore derrière la pensée du Japon au Moyen-Âge et aussi le biais poétique par lequel cette métaphore pouvait agir. Prenant le problème, puisque nous en étions aux images colorées de Madame Emery, Philippe Walter a pris le problème en quelque sorte sous l'angle opposé, puisqu'il a exposé ce que nous apprennent les analyses des œuvres peintes sur les connaissances et les techniques des peintres de l'époque classique. De cette manière, on peut voir concrètement dans les œuvres ce que nous savions du savoir de ces peintres, puisque nous savons qu'ils lisaient les traités depuis la Renaissance jusqu'à l'époque baroque, les traités d'optique antique, et qu'ils essayaient d'imiter avec un regard dans les livres ce qu'ils pouvaient savoir de la théorie de la lumière telle qu'à l'époque on la concevait. Et cela permet d'avoir des éclaircissements extrêmement intéressants sur la manière dont ils procédaient, sur les différences également. Pour terminer, je voudrais relever une phrase prononcée par Serge Haroche et reprise par beaucoup d'autres. Il rappelait que l'histoire de la lumière, brièvement exposée par lui et auparavant par Claude Cohen-Tanouji, illustre parfaitement la relation qui existe entre la recherche fondamentale et l'innovation. Le hasard des recherches fondamentales est imprévisible, mais il arrive régulièrement, généralement, là où on ne l'attend pas. C'était déjà le cas pour la lunette de Newton, et c'est aussi, on l'a vu, pour certains cas, le résultat d'autres découvertes. C'était aussi la conclusion de M. William Mørner, qui a commenté pour nous le revers de sa médaille de prix Nobel où la science lève le voile de la nature. Cette image illustre, selon lui, la voie rationnelle et prophétique, predictive, de comprendre le monde qui est par là célébré. C'est-à-dire, cette médaille célèbre la connaissance du monde par la recherche fondamentale,
sur laquelle, enfin, a également insisté Marc Fontcave, en soulignant, comme tous ses collègues, qu'il est illusoire de s'imaginer que nous en savons assez pour pouvoir passer tout de suite aux applications. Et je crois que c'est là une des conclusions de ce colloque. Et nous avons vu que dans d'autres cas aussi, Mörner nous-même a donné un bel exemple quand il nous a dit qu'en fait, ces recherches qu'il vous a exposées, qui lui ont valu un Nobel, il les avait commencées chez IBM en essayant de stocker dans ces petits pics-là qui vous montraient des informations. Donc c'était lié à l'informatique et non pas du tout à l'illumination de cellules ou d'organismes. Voilà, je crois que nous avons parcouru l'ensemble des thèmes approchés et une des conclusions est donc, et les sciences humaines ne peuvent que s'y associer, que sans recherche fondamentale, il n'y a pas d'innovation, même dans notre domaine, qui est nettement moins urgent que celui des sciences naturelles, et je crois que ce sera l'une des conclusions générales et des points que tous ont démontrés tout au long de ces 2 jours. Je voudrais encore vous remercier tous pour votre intérêt, les orateurs pour leur contribution et leur travail, et aussi les collègues qui ont préparé ce colloque avec moi, c'est-à-dire Jean Dalibard, Clément Sanchez, Alain Prochian, Serge Haroche et Antoine Compagnon et Dominique Charpin. Et surtout, un très grand merci est aussi envoyé aux régisseurs qui rendent le fonctionnement de cette salle possible et à Sophie Benita et son équipe qui ont rendu possible et agréable cette manifestation. Merci beaucoup. Bon week-end.